Est-ce que vous m'entendez? Je suis avec le groupe 3 maintenant. Ah, très bien. Vous êtes le groupe 3. Très bien. Allez, on va attendre encore quelques minutes et on démarrera Oui, le madame. TD. D'accord? Bon, quelques minutes, on va dire 1, 2 minutes, hein, et D'accord, on madame. démarrera le TD. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Allez, on va démarrer le TD. On s'était arrêté la dernière fois à l'exercice donc 3. Je vous ai un petit peu lancé sur l'exercice, mais je lis quand même l'énoncé. On vous dit soit le montage à redressement monophasé à diode simple alternance. Ce dernier est utilisé pour recharger une batterie d'accumulateur de FEME égale à 85 volts à travers une résistance R. Ce redresseur est alimenté par un réseau de 120 volts et 50 Hz. Puis de tracer les formes des tensions aux bornes de la charge ainsi que la tension aux bornes de la diode, production de la diode, et enfin de déterminer la valeur de la résistance R pour que le courant moyen soit de 5 ampères. Qu'est-ce que vous constatez déjà? Vous n'avez pas compris dans le texte. Alors, je rappelle, comme je l'ai fait avec vos camarades,
je pose une question. Si on ne répond pas, veut dire que vous avez compris. Sinon, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment, même si je suis là à expliquer des choses. Bref, il s'agit d'un redressement monoalternance. Alors, premier constat, on ne vous donne pas le schéma du montage. Dans la première question, on nous demande de donner le schéma électrique du montage. Et sachez que à l'examen, on ne vous donnera pas le schéma du montage, quel qu'il soit. C'est à vous de le faire. Ça fait partie des questions, des problèmes qu'on vous propose à l'examen. Donc ici, on vous dit donner le schéma électrique et le principe de fonctionnement de ce montage. Si on a bien compris, il s'agit d'un redressement monophasé à diode simple alternance. Ça veut dire quoi? Un redressement monophasé veut dire que la source est une source monophasée. À diode veut dire que l'élément actif, c'est la diode. Simple alternance veut dire qu'on sait que pour avoir un redressement simple alternance, une diode suffit pour avoir un redressement simple alternance. Si j'ai bien compris, ma charge étant une batterie d'accumulateur en série avec une résistance R. Donc, si je veux faire le schéma électrique qui illustre les données de mon exercice, il est constitué ce montage de 3 parties. Il y a la partie source, la partie redressement et la partie charge. La partie source, qu'est-ce que c'est? C'est une source monophasée. Donc, elle est constituée d'une phase et d'un neutre. Est-ce qu'on a des informations sur cette source? Oui. On dit source ou réseau. C'est un réseau à 120 volts et 50 Hertz. Que représente 120 volts? Là, je pose la question à vous. Qu'est-ce qu'elle représente, 120 volts? C'est quelle tension? V1, madame. C'est quoi, quelle tension? V1. V1. C'est-à-dire, c'est quoi le 1? Ah, la valeur efficace. Votre camarade, il répond. C'est la valeur efficace. Donc, si je veux exprimer mon réseau, ça sera Vs de T. En général, on donne à la tension du réseau ou à la tension de source. Qui dit source, donc l'indice ménéa S. Donc, Vs, ma tension de source, ou là du réseau, elle vaut la valeur efficace racine de 2 sinus oméga t. Autrement dit, elle vaut 120 racine de 2 sinus oméga t. Voici la tension d'entrée. Dans tous les exercices, lorsqu'on vous donne le dimensionnement du réseau ou de la source, c'est toujours en valeur efficace. Donc, 120 volts, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se dire qu'est-ce que c'est que 120 volts. Est-ce que c'est la valeur max? Est-ce que c'est la valeur moyenne? Est-ce que c'est la valeur... Non, c'est toujours la valeur efficace. Sauf si on vous le précise. Soit la tension moyenne, soit la tension maximale. Non, maintenant, on ne précise rien. On dit, ce redresseur est alimenté par un réseau de 120 volts. Donc, 120 volts étant la valeur efficace. Bref, on ne va plus revenir sur ça. Je récapitule. Toutes les données d'un problème, lorsqu'elles n'ont pas un nom, affublé, ce sont les grandeurs efficaces, que ce soit en tension ou en courant. Bref, donc la tension d'entrée terrie ou la tension de source, elle s'exprime comme telle. Vs de T, elle est égale à 120 racine de 2 sinus oméga t. Maintenant, la deuxième partie du montage, c'est quoi? C'est le redressement. Alors, le redressement, simple alternance, il se résume à une diode. Donc, une diode fait l'affaire pour réaliser un redressement simple alternance. Donc, on dit une source de tension qui est une source monophasée, donc constituée d'une phase et d'un neutre. Cette source monophasée, elle va délivrer un courant à travers une diode. L'ensemble alimente une charge. Cette charge, elle est constituée de quoi? D'une batterie d'accumulateurs de FEME. FEM qui veut dire force électromotrice. E, qui est égale à 85 volts. Donc, dès qu'on dit une batterie, veut dire quelque chose de constant. Donc, E égale à 85 volts est une constante. C'est une batterie d'accumulateurs dont la tension est une constante continue. Donc, c'est une tension continue de l'ordre de 85 volts. En série avec une résistance grand R. Donc, si je dois donner
comme on me le demande dans la première question, de donner le schéma équivalent, donc le montage, il est très simple. Comme la source de tension, je place ma diode en série avec la charge. La charge est un E en série avec R. E qui est une batterie d'accumulateur dont la tension est constante, elle est de 85 volts. La charge, finalement, elle est constituée de E plus R. Donc, si je dois mentionner la tension au bord de la charge, c'est la tension qui est au bord de l'ensemble E plus R. Tout ça est appelé U indice C. C'est la tension au bord de la charge. J'appelle V indice D la tension au bord de la diode. Et j'appelle VS la tension de source. Donc voici mes trois tensions qui constituent mon schéma électrique. Est-ce que tout le monde l'a tracé? Est-ce que tout le monde a représenté le schéma du montage? Dans la même question, on nous demande de donner le principe de fonctionnement du montage. Alors bon, il a dit tout les exercices, on a bien compris que donner le principe de fonctionnement, c'est pour arriver à donner la forme des grandeurs de sortie. Donc déjà, d'ores et déjà, vous avez votre bloc-notes. Donc, essayez de travailler en même temps. On va essayer de travailler en même temps le principe de fonctionnement et de représenter en instantané les formes. C'est-à-dire, on va essayer de répondre, pour être efficace, à la première et la deuxième question en même temps. Parce que ce sont deux questions indissociables. Comme donner le principe de fonctionnement du montage, c'est pour arriver à tracer les formes des grandeurs de sortie. Et à savoir des tensions et des courants. En général, il n'y a qu'une règle tension et courant, il n'y a pas autre chose. Le tracé des formes, c'est toujours tension et courant. Bon, il peut y avoir d'autres formes, comme pour la puissance, mais bon, pour vous, les électroniciens, c'est pas de votre sort. En général, on vous demandera de tracer les grandeurs tension et courant. Donc, les questions qu'on vous pose. Donc, comme si vous êtes efficace, vous tracez votre feuille sur deux colonnes. Sur la colonne de gauche, vous donnez le principe de fonctionnement. Et sur la colonne de droite, vous préparez d'ores et déjà vos graphes, c'est-à-dire vos repères. Et le premier graphe que vous allez tracer, qui représente votre référentiel, c'est la tension VS. Allez, représentez-la, vous allez la représenter. C'est une tension sinusoïdale dont la valeur maximale est de 10 racine de 2, dont la fréquence est de 50 Hz. Donc, la période, elle représente 20 millisecondes. Je répète, vous tracez le premier graphe qui représente votre référence, ou ce qu'on appelle le référentiel, c'est la tension VS. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'on n'a pas une autre référence? Est-ce qu'on n'a pas une autre référence ici dans l'exercice? Vous pouvez répondre à ma question? Quelqu'un peut répondre à la question? Alors, je réponds à votre place. E, qui représente la batterie d'accumulateur, est une référence pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une constante, elle ne bougera jamais. On aura toujours E égale à 85 volts. C'est une constante, c'est une tension continue que vous allez représenter dans le même graphe que la sinusoïde. Donc, vous allez tracer dans le même graphe VS et E, parce que E ne bougera jamais. C'est une constante, c'est une tension continue. Vous allez tracer donc une tension continue de l'ordre de 85 volts. Bon, si on veut respecter un petit peu l'échelle, sans à main levée, hein, on va travailler toujours à main levée, c'est que E, elle est entre 0 et Vmax, hein, elle est inférieure à Vmax. Vmax qui représente, elle représente quoi? 120 racine de 2. Comme Vmax, ça fait 120 racine de 2. Comme E égale à 85 volts. Donc forcément, E est déjà tête Vmax. Et vous tracez E. E étant une tension continue constante. C'est bon? Allez, un premier constat sur le graphe. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que E,
il y a deux points d'intersection avec les deux signaux qu'on a présentés. Je vois bien que E et VS se rencontrent deux fois. Donc, elles se rencontrent dans un premier temps à un temps T qu'on va appeler T1. T1 représente l'intersection entre VS et E. Le deuxième point d'intersection, lorsque E égale à VS, à un temps qu'on va appeler T2. Alors, est-ce que vous avez mentionné tout ça? Donc, je répète, on trace la sinusoïde, première référence. Deuxième référence, Terna, on trace E. Et on remarque que E et VS coïncident sur deux temps. Le premier temps qu'on va appeler T1, le deuxième temps qu'on va appeler T2. Bien sûr, on constate que T2 est inférieur, se rapproche de pratiquement T sur 2. Donc, sur la calotte positive de VS, on voit bien que E rencontre VS en deux temps. Le premier temps, je rappelle, on va l'appeler T1. Le deuxième temps, on va l'appeler T2. Est-ce que tout le monde est arrivé à tracer tout ça? C'est bon pour tout le monde? C'est bon? On est arrivé à tracer VS et E? Est-ce que vous m'entendez? Bon. D'accord. C'est bon, on est arrivé à tracer tout ça. Très bien. madame. Regardez, on va jumeler la question 1 et 2 parce que je vous dis, les deux questions, elles sont indissociables. Lorsqu'on vous dit de donner le principe de fonctionnement dans la question 1, dans la deuxième question qui suit, on va vous demander de tracer les tensions et les courants. Donc là, on peut faire les choses simultanément. Dès qu'on travaille quelque chose, dès qu'on explique, on donne le principe de fonctionnement, parce que le principe de fonctionnement, il est traité sur des intervalles de temps. À chaque fois qu'on a un résultat, on peut le représenter graphiquement, en tension et en courant. Et on commence. Quand est-ce qu'on dira que la diode est passante? Par définition, une diode est passante lorsque le potentiel de l'anode est supérieur au potentiel de la cathode. Ici, le potentiel de l'anode, c'est quoi? C'est VS. Et le potentiel de la cathode, c'est E. Est-ce que tout le monde voit ça? Très important. Oui, madame. Est-ce que tout le monde voit ça sur le montage? Très bien. Donc, là, on a toujours à comparer. Qu'est-ce qu'on remarque sur le graphe? Qu'entre 0 et T1, c'est E qui est supérieur à VS. Oui ou non? Entre 0 et T1, regardez votre graphe, c'est E qui est supérieur à VS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel de l'anode est inférieur au potentiel de la cathode. Autrement dit, la diode reste bloquée. Est-ce que tout le monde voit ça? Ah, entre T1 et T2, on voit bien que VS qui devient supérieur à E, c'est-à-dire que le potentiel de l'anode qui devient supérieur au potentiel de la cathode. Très bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, la diode devient passante. Hop, on arrive à T2. Qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, c'est E qui devient supérieur à VS. Donc, c'est le potentiel de l'anode qui devient inférieur au potentiel de la cathode. Hop, c'est la diode qui redevient bloquée jusqu'à la période de T. Donc, je récapitule. Sur une période, on a 3 intervalles de temps distincts. Entre 0 et T1, le VS est inférieur à E, donc la diode est bloquée. Entre T1 et T2, c'est VS qui devient supérieur à E, donc la diode est passante. Entre T2 jusqu'à la période de T, à nouveau, c'est VS qui devient inférieur à E, la diode redevient bloquée. Donc, on a 3 scénarios successifs. Nous récapitulons. Vous pouvez écrire par intervalle de temps. Entre 0 et T1, la diode est bloquée. Donc, si elle est bloquée, UC sera égal à quoi? Donc, si elle est bloquée, veut dire que la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, il n'y a pas de courant qui traverse la charge.
Donc, UC sera égal à quoi ici? À E, madame. Elle sera égale à E. Parce que l'équation UC, تكتبوها كيفاش? UC c'est E plus RIC. هذه هي l'équation. Puisque le courant est nul, تقعد لي UC égale à E. Donc UC, elle prendra la forme de E. Je vais vers mon graphe d'UC et je trace entre 0 et T1, UC égale à E. Qu'est-ce qu'on me demande aussi de chercher? La tension au bord de la diode. Puisque la diode est bloquée, la loi des mailles. Qu'est-ce que c'est que VD? VD, c'est quoi? C'est VS moins UC. Il y a l'équation de VD. D'après la loi des mailles. VD, c'est VS moins UC. Ici, UC égale à E. Donc, VD égale à quoi? Elle est égale à VS moins E. Et vous tracez entre 0 et T1, vous allez tracer VD. Vous prenez deux points distincts. Vous prenez à T égale à 0 que vos VD, à T égale à T1 que vos VD. Donc, quand je نفهم à T égale à 0, VD égale à combien? Puisque VS égale à 0. Donc, VD égale à moins E. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, vous avez un premier point de VD. À T égale à 0, la tension au bord de la diode, elle vaut moins E. Et à T égale à T1, elle vaut combien? 0. Puisque VS devient égal à E. Donc, VD égale à E moins E égale à 0. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, vous avez deux points, à T égale à 0 et à T égale à T1. Vous rejoignez ces deux points. Et donc, vous avez une forme qui démarre de moins E à T égale à 0 jusqu'à T1. Une forme qui reste toujours négative. Vous avez remarqué. De toute façon, j'ai toujours rabâché sur ça. Une tension au bord de la diode, où elle est nulle, ou elle est négative. Est-ce que tout le monde a tracé UC entre 0 et T1? Vous avez UC qui est égal à E et vous avez VD qui est égal à VS moins E. C'est bon? Le courant, bien sûr, puisque la diode est bloquée, donc pas de courant qui traverse le circuit, parce que la diode supposée bloquée donc se comporte comme un interrupteur ouvert, un circuit ouvert, donc pas de courant. Donc je peux dire que IS égale à IC égale à 0. Donc vous pouvez déjà tracer aussi l'allure des courants. Les courants sont nuls entre 0 et T1. Jusqu'ici, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je continue. Je continue toujours dans le principe de fonctionnement. À partir de T1, je connais, et jusqu'à T2, VS devient supérieur à E. Donc, si elle est supérieure à E, donc c'est le potentiel de l'anode qui devient supérieur au potentiel de la cathode. Donc, à ce moment-là, la diode est passante. Donc, si elle est passante, la tension à ces bornes est nulle. Si la tension VD est nulle, UC égale à VS. Donc, UC va suivre la valeur de l'allure de VS. Si je dois déterminer le courant IC, IC égale à quoi? À UC moins E sur R. Et je trace donc VD qui est nul entre T1 et T2, UC qui prend la forme de VS entre T1 et T2, et le courant entre T1 et T2 il n'est pas nul, il prendra donc la forme, donc une forme en calotte. Donc ce qui va changer, c'est la valeur maximale. La valeur maximale du courant, ça sera Vmax moins E sur R. Et on a bien compris qu'à partir de l'instant T2, c'est VS qui devient à nouveau inférieur à E, et donc la diode se bloque à nouveau, et elle restera bloquée jusqu'à la période de T. Donc si elle restera bloquée, on va retrouver le même scénario, d'accord? Donc on aura C qui va être égal à E, et VD, elle prendra la forme VS moins E.
et vous tracez donc VD. Le courant, bien sûr, puisque le circuit est ouvert, le courant est nul jusqu'à T. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Entre le principe de fonctionnement et faire simultanément le tracé des grandeurs tension et courant. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Madame, Oui. madame, Vmax égale à 120 volts. Non, Vmax c'est 120 racine de 2. On a 120, c'est la valeur efficace. Efficace, ok. D'accord, madame. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce qu'on vient de traiter? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou là, je reviens sur une partie du graphe ou là sur le principe de fonctionnement. C'est bon pour tout le monde? Alors, si je n'ai pas de réponse de votre part, je veux dire que c'est bon. Et je continue. À la troisième question, maintenant, on nous demande de calculer la durée de conduction de la diode. Si on a donné le principe de fonctionnement et tracé correctement les allures des tensions et des courants, on peut repérer directement la durée de conduction de la diode. Cette durée, elle correspond à quoi? Lorsque la diode est passante, la tension à ses bornes égale à 0. Alors là, que vous avez tracé VD. VD est nul sur quelle période de temps? Sur quel intervalle de temps? De T1 à T2, la diode est passante. Donc le temps de conduction, il est égal à quoi? Il est égal à quoi le temps de conduction? T2 moins T1, madame. Mais bien sûr, on ne discute plus. Si vous avez les formes, l'allure, le comportement de ces signaux en tension et en courant, on va tous les résultats. On a bien compris que lorsque la diode est passante, la tension à ses bornes égale à 0, veut dire qu'il y a la période où la diode elle est passante, c'est ce qu'on vous demande de chercher la durée de conduction de la diode. Ça sera, comme a dit votre camarade, T2 moins T1. Comment est-ce qu'on va définir T1? On doit chercher donc T1 et T2. C'est quoi T1? Qu'est-ce qu'il représente Madame, T1? la formule indique, madame. On est obligé de chercher T1, bien sûr. Que représente T1? T1, c'est le temps, c'est le moment où VS égale à E. Donc, vous égalisez entre les deux fonctions. Oui ou non? T1, c'est le temps où VS égale à E. Oui ou non? Bon, vous ne répondez pas, ça veut dire que vous avez compris. D'accord. T1, c'est le temps où VS égale à E. Donc, il suffit d'égaliser entre les deux équations. Donc, d'autres mots, AT égale à T1, VS de T1 égale à E. Donc, il est égal à V max sinus oméga T1. Et vous déduisez la valeur de T1. Quelqu'un a fait le calcul sur T1? Est-ce que quelqu'un a fait le calcul sur T1? Non? Est-ce que quelqu'un a fait le calcul sur T1? Donc, T1 me donne 1 sur oméga sinus moins 1 du rapport E sur Vmax. Donc, en chiffres, T1 égale, pour quelqu'un qui a une calculette, ça donnerait 1 sur 314 sinus moins 1 de 85 sur 120 racine de 2. Et ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi? Est-ce qu'on s'amuse à faire le calcul numérique? C'est très important. Déjà, d'après le graphe, T1 est inférieur à 5 millisecondes. D'accord, tu vois la demi-période, 10 millisecondes, هو راهي la calotte Vmax راهي تلحق à T égale à T sur 4, ça fait 5 millisecondes. T1, il est
1,67 millisecondes, madame. Avant 5 millisecondes. Hein. Donc, vous allez trouver quelque chose qui va m'attarder sur le calcul. D'après vos camarades de 8 heures, ça vaut 2,5 millisecondes. T1 égale à 2,5 millisecondes. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce calcul, a trouvé ce résultat? C'est la calculette qui travaille, Oulin Thomas. Mais bon. Merci pour votre énergie dans le travail. T1 égale à 2,5 millisecondes. Si vous voulez vérifier le résultat, eh bien, vous allez le vérifier plus tard. Et qu'est-ce que c'est que T2 d'après le graphe? 1,67, madame, monsieur. Regardez T2. Qu'est-ce que c'est que T2? Qu'est-ce que c'est que T2 d'après le graphe? Comment? 1,67, madame, 1,67. Qu'est-ce que c'est que T2 d'après le graphe? C'est? Je t'entends pas, Wassim, hein? Je sais pas, il y a des coupures de ton côté. Qu'est-ce que c'est que T2? Et pour les autres, est-ce on voit ce que c'est que T2 d'après le graphe? Ça ne fait rien, je donne la réponse. T2 n'est autre que, regardez, là, c'est la demi-période moins T1. T2, c'est grand T sur 2 moins T1. Est-ce qu'on voit ça? D'après le graphe. Est-ce qu'on voit ça d'après le graphe? Non, on voit pas ça. Alors, regardez, d'après le graphe T2, donc T2, donc c'est l'intersection entre VS et E. Alors, il y a T sur 2. T sur 2 qui représente la demi-période. Et entre T2 et T sur 2, il y a l'intervalle T1. Donc, je peux dire que T2, je peux déduire T2, c'est la demi-période moins T1. Donc, si j'ai la valeur de T1, je peux déduire la valeur de T2, puis je déduis la durée de conduction de la diode. Et ça me donne à peu près 5 millisecondes. Donc, la diode conduit pendant 5 millisecondes. Si vous voulez donc revenir sur les calculs. Alors, Wassim vous dit 1,67 millisecondes. Qu'est-ce que c'est que 1,67 millisecondes? C'était 1. Alors, reste à vérifier parce qu'avec tes camarades de 8 heures, on avait trouvé à grand T1. À T1. Oui, alors, reste à vérifier parce qu'avec tes camarades du groupe 1, on avait trouvé 2,5 millisecondes. C'est pas grave. Il suffit de revenir sur le calcul numérique. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? S'il n'y a pas de questions à poser, on passe à la question 4. La question 4, qu'est-ce qu'elle dit? Déterminer la valeur de la résistance grand R pour que le courant moyen soit de 5 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le courant moyen qui est égal à 5 ampères. On nous demande la valeur de la résistance qui est en série avec la batterie. On cherche cette résistance-là en chiffres. On nous demande de calculer ou de déterminer, c'est trouver en chiffres la valeur de cette résistance. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va déterminer cette résistance, à votre avis? Quelqu'un peut proposer une solution? On nous donne la valeur... Madame, utilisez la formule, madame. Quelle formule? Ici moins égal 1 sur T, intégrable 0T, ici de T, dt. Très bien. Et qu'est-ce que c'est que UC? Ici, madame, égal... IC, parce que on peut la formule, on peut la transformer comment? En valeur moyenne. Oui, Directement. madame. On peut dire que, chauffe, en instantané, on peut dire que UC de T égale à E plus RIC. Dit en instantané. Je peux transformer, comme la dernière fois, on peut travailler la même formule ou en grandeur moyenne ou en grandeur efficace, ça reste valable. Donc en grandeur moyenne, je vais en grandeur moyenne parce qu'on me donne
la valeur moyenne du courant. Elle vaut 5 ampères. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que la valeur moyenne de UC égale à quoi? À la valeur moyenne de E plus RIC, oui ou non? Bon, E est une constante. Donc, je peux écrire que la valeur moyenne de UC, c'est quoi? C'est E plus R fois la valeur moyenne de IC. Et on a bien une homogénéité, toutes les grandeurs sont en valeur moyenne. Et je peux déduire la valeur de R. Donc, la valeur de R, elle sera égale à quoi? À la valeur moyenne de UC moins E sur la valeur moyenne de IC. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de toute la formule? Qu'est-ce qu'on doit déterminer en fait? E, je connais E. Et c'est madame. Voilà, il reste à calculer, à faire le calcul d'intégrale de la valeur moyenne de EC. Alors, UC, il faut d'après le graphe. Entre 0 et T1, elle vaut E. Entre T1 et T2, elle vaut VS. Entre T2 et T, elle vaut E. C'est bon? Donc, vous allez intégrer, vous allez faire l'intégrale, le calcul d'intégrale. D'accord? Vous pouvez faire le calcul d'intégrale directement entre T1 et T2, parce que sur le reste, elle vaut E. Bien fait. Donc, si elle vaut E, avec la formule moins E, donc, vous avez l'intégrale de EC, à faire. Et par la suite, vous déduisez la valeur de R. Bon, moi, je n'ai pas le calcul sur R, c'est à vous de le faire. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Je récapitule. UC égale à E plus RIC. Donc, en valeur moyenne, je peux écrire que la valeur moyenne de UC égale à E plus R fois la valeur moyenne de IC. La valeur moyenne de IC, elle vaut 5 ampères. E égale à 85 volts. Reste à déterminer la valeur moyenne de UC. Une fois que vous l'avez, vous pouvez déduire la valeur de R. Jusqu'ici, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions à poser sur cet exercice? Sinon, on passe à l'exercice 4. Vous êtes d'accord? Le rythme, il est un peu lent avec vous, mais bon. Est-ce qu'on peut aller à l'exercice 4 si vous le voulez? Vous savez qu'on clore avec cette série aujourd'hui, donc on va... Si par votre volonté, on va essayer de faire le maximum d'exercices. Mais sinon, je clore aujourd'hui avec cette série d'exercices. Je me permets d'aller à l'exercice 4 de la série. Et je lis l'énoncé. Un transformateur à point milieu qui possède au secondaire 2 enroulements ayant le même nombre de spires et de tensions de sortie. V1 efficace égale à V2 efficace égale à 10 volts. On branche au secondaire du transformateur un pont redresseur constitué de 2 diodes. Donc, on voit bien un petit peu de manière très simpliste le schéma. On voit bien un transformateur à point milieu. Il présente à sa sortie 2 tensions, V1 et V2. On a 2 diodes et une charge. Cette charge-là, on nous dit la charge du redresseur est une résistance R de 10 ohms. Et on suppose que la tension de seuil des diodes est nulle. Première question, on nous demande de tracer, en les justifiant, les chronogrammes de la tension et du courant côté charge et côté diode. Deuxièmement, de calculer les valeurs moyennes des grandeurs tension et courant de la charge. Troisièmement, de montrer que la tension efficace égale à V1 efficace égale à 10 volts et de déduire les valeurs efficaces des courants, respectivement de la charge et de la diode. Et enfin, la dernière question, on nous demande de calculer la puissance consommée par la résistance. Voici l'exercice. Donc, l'exercice, il est constitué d'un texte et d'un montage. Alors, dites-vous que ce montage-là, il représente quoi? Il représente un transformateur à point milieu. Alors, qu'est-ce qu'un transformateur à point milieu? C'est un transformateur qui possède
à la sortie 2 enroulements. Chaque enroulement délivre une tension. La première tension est appelée V1, la deuxième tension, elle est appelée V2. Regardez les 2 tensions, comment elles sont placées. Une vers le haut, l'autre vers le bas, parce que ce sont 2 tensions qui sont en opposition de phase. On dit 2 tensions en opposition de phase. C'est-à-dire, si je veux les exprimer, on peut exprimer V2 par rapport à V1, V2 égale à moins V1. Donc, vectoriellement, ce sont 2 tensions qui sont déphasées l'une par rapport à l'autre de 180 degrés. Ça veut dire qu'une, lorsqu'elle est positive, l'autre, elle est négative. Lorsque l'autre est positive, la première est négative. C'est ce qu'on dit en opposition de phase. Elles sont jamais en phase, elles sont en opposition de phase. Je répète, lorsque une est positive, l'autre est négative. Elles ne sont jamais en même temps positives ou là en même temps négatives. Jamais, jamais, jamais. C'est ça la qualité d'un transformateur à point milieu. C'est qu'il délivre 2 tensions en opposition de phase et on peut écrire que V2 égale à moins V1. Ce transformateur à point milieu, il nous permet d'avoir un redressement de quel type? Quelqu'un peut répondre à la question? On ne s'est pas renseigné. Eh bien, c'est un transformateur qui nous permet d'avoir un redressement double alternance. Donc, 2 diodes suffisent pour avoir un redressement double alternance à condition que la source étant un transformateur à point milieu. لازم عندنا تكون عندنا 2 tensions. Donc, quand on a une source monophasée تعطيك غير une seule tension. Une seule tension ne suffit pas pour avoir un redressement double alternance avec 2 diodes seulement. Pour avoir un double alternance en général avec une source monophasée, لازم منا un pont à 4 diodes. Non, 2 diodes suffisent pour avoir un redressement double alternance à condition que ma source est une source qui délivre 2 tensions. Et pour avoir ces 2 tensions, لازم منا un transformateur à point milieu. Jusqu'ici, je me suis bien fait comprendre. Donc, le redressement double alternance, à partir d'un point de Gretz à 4 diodes dont la source est monophasée, à partir de 2 diodes seulement, mais la source étant un transformateur à point milieu. Donc, il faut savoir ce que c'est par définition un transformateur à point milieu. Je rappelle que demain, à l'examen final, on ne vous donne pas le montage. On vous demande de proposer le montage. Comme transformateur à point milieu, c'est qu'à la sortie, on a 2 tensions en opposition de phase et 2 diodes seulement suffisent pour avoir un redressement double alternance. Bon, j'ai essayé de donner au maximum les renseignements sur ce fameux transformateur à point milieu. Bon, vous allez me dire si on doit comparer les circuits les ponts de Gretz ou les HEDA, vous allez voir une fois que l'étude est faite. Les avantages et les inconvénients. Pour le moment, ce que je sais, c'est qu'il me faut 2 diodes seulement au lieu de 4 pour réaliser le redressement double alternance. Mais les un transformateur à point milieu qui n'est pas à la portée de tout le monde, il faut le savoir. Bref, dans les transformateurs, en général, ce qui est coûteux, ce sont les enroulements. Alors, imaginez un transformateur à point milieu où, à la sortie, vous avez déjà 2 enroulements. Donc, c'est pas un dispositif qui est à la portée de tout le monde, économiquement parlant. Donc, il est onéreux et c'est pas ce qui est utilisé le plus souvent. Mais bon, ce qui est gagnant dans l'histoire, vous allez me dire, au lieu d'utiliser 4 diodes avec les ponts, on ne va utiliser que 2 diodes et on a les mêmes résultats. On va voir. L'avantage, il est là, mais on peut rencontrer donc des avantages aussi avec les ponts de Gretz. Bref, ce qu'il faut retenir, mathématiquement parlant, un transformateur à point milieu délivre 2 tensions en opposition de phase, V1 et V2, tel que V2 égale à moins V1. Donc, si j'exprime V1 mathématiquement, c'est V max sinus oméga t.
Donc, V2, qu'est-ce que c'est? C'est moins Vmax sinus oméga t. Lorsque une est positive, l'autre est négative. Dans la question 1, on nous demande de tracer, comme d'habitude, de donner les formes ou les chronogrammes des tensions et des courants en les justifiant. C'est-à-dire le mot justifiant, c'est-à-dire donner un justificatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner le principe de fonctionnement. C'est à partir du principe de fonctionnement, du montage, qu'on peut délivrer les formes des signaux, des tensions et des courants. Comme on a l'habitude de travailler, on va travailler par intervalle de temps. Donc, comme d'habitude, on vous demandera donc de faire les choses simultanément. Vous avez d'un côté, vous allez rédiger le principe de fonctionnement et simultanément, à chaque intervalle de temps, vous allez représenter les chronogrammes des tensions et des courants. Qu'est-ce qu'on a comme référence maintenant ici, si on veut tracer les formes des tensions et des courants? Qu'est-ce qu'on a comme référence? Quelqu'un peut répondre à la question? Quelqu'un peut répondre à la question. Qu'est-ce qu'on a comme référence là? Mais on a V1 comme référence. Maintenant, on a deux tensions, V1 et V2. V1 et V2 qui sont en opposition de phase. Donc, je présente la première sinusoïde V1. Donc, elle démarre de 0 et je la trace. Donc, elle a une calotte positive, puis une calotte négative. Je trace V2. V2, d'abord de 0 à T sur 2, une calotte négative. Ensuite, de T sur 2 à T, on a une calotte positive. On voit bien deux tensions qui ne se rencontrent jamais. Ils sont, on dit, en opposition de phase. Bref, voici nos références. Ça ne sera pas seulement une tension, nos références ici, ça sera deux tensions, V1 et V2. Est-ce que vous les avez représentées? C'est bon? Ou là, je vais vite un peu? Est-ce que je vais vite ou là, c'est bon? Bon, on ne répond pas. J'espère qu'on est en train de suivre. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Bon. On vous entend. Je l'espère. Allez, le principe de fonctionnement qui suit les graphes. Alors, le principe de fonctionnement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que d'après donc l'emplacement des diodes, ces diodes, regardez, ils sont à cathode commune, donc elles ne vont jamais fonctionner en même temps. Quand D1 est passante, l'autre est bloqué. Lorsque D2 est passante, l'autre est bloqué. La diode D1, elle est dans l'anode TH, c'est quoi? C'est V1. Et la diode D2, le potentiel TH de l'anode, c'est V2. Donc, on va comparer toujours V1 à V2. Elle sera passante. Est-ce que c'est D1 ou D2? Donc, on va comparer le potentiel de l'anode D1 avec le potentiel de l'anode D2. Donc, autrement dit, on va comparer V1 et V2. On voit bien qu'entre 0 et T sur 2, c'est V1 qui est supérieur à V2. On voit bien V1 a une calotte positive, V2 a une calotte négative. Donc, on voit bien que V1 est supérieur à V2. Donc, c'est D1 qui est passante et D2 reste bloqué. Et donc, tout de suite, je déduis que la tension à ces bornes égale à 0. Que le courant I2, la diode D2 qui reste bloquée, donc son courant égale à 0. Donc, je vois bien que I1 égale à IC. Je vois bien que UC égale à V1, d'après la loi des mailles. Je récapitule. Entre 0 et T sur 2, la diode est passante, D1 est passante, D2 est bloquée. UC égale à V1, donc elle va suivre l'allure de V1. Et je déduis IC, puisque la charge est purement résistive. IC est en phase avec UC, donc il vaut UC sur R, d'après la loi d'Ohm. La tension au banc de la diode D1 égale à 0, puisqu'elle est passante. Et si je déduis la tension VD2, la loi des mailles, VD2, elle sera égale à V2 moins UC. Bon, UC ici, elle vaut, oui, UC, elle vaut V1 ici. Donc, VD2, elle vaut V2 moins V1, effectivement.
Je peux remplacer quoi? V2 par moins V1. V1. Donc, c'est moins V2 de elle V1. sera égale à moins 2 V1, effectivement. La tension, regardez, VD2, lorsque la diode D2 est bloquée, la tension à ces bornes, elle vaut quoi? Moins 2 fois V1. Et vous tracez tout ça, s'il vous plaît. Donc, vous avez à tracer UC, le courant IC, la tension VD1, la tension VD2, et bien sûr, vous déduisez I1 et I2. I1, il va suivre donc l'allure de UC avec une amplitude qui vaut Vmax sur R, et I2 égale à 0. Qu'est-ce que vous remarquez de la tension VD1? On a, pas VD1. VD1, la tension de H, elle est nulle. Je parle de la tension VD2. La tension de H, elle vaut moins 2 fois V1. Donc, elle atteint quelle valeur maximale? Elle atteint une valeur inverse maximale. Moins 2 Vmax, effectivement. Regardez, donc elle vaut, il faut que c'est une diode, imaginez, c'est une diode qui doit supporter 2 fois la valeur maximale de la source. Vous allez me dire si je compare avec les ponts de Gretz. Les ponts de Gretz, les 4 diodes supportaient une tension moins Vmax, alors qu'ici, avec 2 diodes seulement, mais chaque diode supporte une tension de 2 fois Vmax. Alors, je vais vous dire, la diode qui elle repose sur sa tension. Plus la tension est grande, plus elle est coûteuse. Demain, la tension de demain, elle est coûteuse. De toute façon, la première question qu'on vous posera, le marchand des composants électroniques, il va vous dire, vous cherchez la diode à quelle tension? Au lolo, à 2 fois Vmax. La tension de source, la tension de source, 120, d'après le texte, là, bon, c'est rien. Elle est de 10 volts, la valeur efficace. Mais imaginez, à une tension efficace de 220 volts. 220 racine de 2, zido déroulera 2 fois 220 racine de 2. Donc, c'est une tension qui doit supporter 2 fois la tension maximale. Vous allez la payer très cher parce que la cherté d'une diode repose sur la tension. Plus la tension est grande, plus la diode elle est chère. Donc, regardez le compromis. Vous allez me dire, on va utiliser 2 diodes, ça, chaque diode, économiquement parlant, ça va nous coûter, c'est-à-dire si on veut réaliser ce montage. Par contre, avec les ponts de Gretz, chaque diode doit supporter une tension maximale de Vmax. Et là, c'est 2 fois Vmax. Donc, regardez le compromis qu'on peut faire. En général, ce sont des circuits, je ne vous cache pas, ce sont des circuits très coûteux, demain. Pourquoi? Parce que les diodes doivent être de forte puissance, parce qu'elles sont de forte tension. Parce que comme elles doivent supporter 2 fois la tension maximale de la tension de source. Seconde chose, les transformateurs, qui dit transformateur dit enroulement, et là où il y a des enroulements, c'est en général, c'est coûteux. Donc, en général, c'est un circuit assez coûteux. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on utilise d'ailleurs dans l'expérimental, vous avez remarqué. En industrie, vous pouvez utiliser, puisque s'il y a les moyens, mais ce sont des circuits qui sont coûteux. Donc, en général, on ne s'amuse pas à travailler avec ce genre de circuit. On préfère opter, quand on veut avoir un redressement double alternance, à des ponts de Gretz, à 4 diodes, dont les diodes sont à la disposition de tout le monde. Ce sont des diodes qui supportent des tensions Vmax. Bref. Donc, on a tracé entre 0 et T sur 2, on a tracé les formes de la tension UC, du courant IC, des tensions VD1 et VD2 et des courants I1 et I2. Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, on va travailler l'intervalle T sur 2 lorsque le temps il est entre T sur 2 et T. Entre T sur 2 et T, qu'est-ce qu'on remarque? C'est V2 qui est supérieur à V1. Donc, ça sera D2 qui est passante. Et c'est D1 qui est bloqué. Donc, on trouve le scénario inverse. C'est D2 qui est passante. Donc, la tension à ces bornes égale à 0. Et donc, c'est D1 qui est bloqué. Donc, D1 prendra la forme moins 2 fois V2. Donc, elle doit supporter une valeur maximale de 2 fois Vmax. Je peux dire que la tension aux bornes de D2 est nulle.
le courant I1 est nul, puisque la diode D1 est bloquée, et le courant I2 qui est égal à IC. Et IC n'est autre que UC sur R. Et vous complétez vos graphes. Vous complétez les formes des tensions et courants de T sur 2 à T. Est-ce que tout le monde a tracé ces chronogrammes des tensions et des courants? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le principe de fonctionnement ou sur une partie des formes que vous avez tracées? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Classe. Oui, madame. Si on est sûr de nos chronogrammes, moi je compte le compte. Pourquoi j'insiste sur les chronogrammes? Parce que si cette partie-là a été très bien rédigée, elle a été très bien réfléchie, le reste, ça va être que des calculs. On commence à s'habituer à ce genre d'exercice. Il y a la partie donc près de la partie fonctionnement. Et une fois que c'est fait, on vous demandera dans la dernière partie, c'est des calculs à faire. Ou c'est un calcul de valeur moyenne, ou c'est un calcul de valeur efficace. C'est tout. Et tous ces calculs-là, que ce soit de la valeur moyenne ou de la valeur efficace, reposent sur la forme que vous avez donnée à vos grandeurs, tensions et courants. C'est pour ça que j'insiste, si les formes sont bien faites, elles sont bien représentées, il n'y a pas de raison pour que tous vos calculs seront vrais. Si maintenant les formes elles sont fausses, forcément, vous allez avoir tout le reste faux. C'est le petit inconvénient qu'il y a dans ce genre d'exercice, c'est-à-dire que les questions, elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que si le travail au préalable des formes qu'il faut donner aux grandeurs, tensions et courants ne sont pas bien faits, ne sont pas faits correctement, tout le reste donc va être faux. Et c'est ce qui est délicat dans ce genre d'exercice. Donc j'insiste et vous insistez vous aussi à ce que le comportement du montage TERNA, le raisonnement sur le principe de fonctionnement du montage soit juste. Et donc dans la deuxième question, on nous demande de calculer les valeurs moyennes de la tension aux bandes de la charge et du courant qui circule dans la charge. Dieu merci, vous avez une résistance. C'est la charge TERNA étant une résistance pure. Donc, si vous avez l'information sur la tension, vous avez automatiquement l'information sur le courant. Parce que le courant ici est l'image de la tension. Il s'agit d'une charge purement résistive. Le courant suit la tension. Le courant est en phase avec la tension. On nous demande de calculer la valeur moyenne de la tension et en fait de déduire, puisqu'il s'agit d'une charge résistive. Si on a l'information sur la valeur moyenne de la tension, on va déduire par la suite la valeur moyenne du courant qui traverse la charge. Quelqu'un peut me donner la formule de la valeur moyenne de la tension? Elle vaut quoi? Madame, c'est 1 sur pi, intégrale de 0 jusqu'à pi, racine de 2V efficace, sinus θ de θ, égale à 2 V max sur pi. Très bien. Alors, votre camarade, d'abord, il travaille en fonction de pi, de θ. Donc, je vous ai dit la dernière fois où vous donnez votre abscisse en fonction de θ ou là en fonction de t, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que θ? θ, c'est oméga t. C'est le produit oméga t. Oméga, c'est la pulsation qui reste une constante. C'est toujours 314. Donc, quand je multiplie une constante par le temps, ça ne change rien du tout. Ça ne change pas. θ qui est égal à oméga t. Donc, en fonction du temps, là, en θ, kiff. Donc, θ pour lui, la période, c'est 2 pi, votre camarade. Donc, la demi-période, c'est pi. Donc, votre camarade, il voit bien que la période ici, c'est pi. Donc, il va intégrer de 0 à pi. Comment on sait que la période, c'est pi? Parce qu'à pi, le signal se répète. On cherche à quel moment le signal se répète. Il se répète à pi. Donc, il vous dit de 0 à pi, UC, elle vaut V1. V1 n'est autre que V max sinus oméga, sinus θ dθ, puisqu'il travaille en fonction de θ, votre camarade. Il a déjà fait le calcul, il trouve le résultat final, c'est 2 fois V max sur pi. Comment? 9 volts. 9 volts. Alors, votre camarade, il trouve 9 volts. Il dit 2 fois 10 racine de 2 sur pi, et ça donne 9 volts. Je te remercie. Donc, la valeur moyenne
Elle est de 9 volts. Bon, on a bien compris que, vous avez vu, hein, la valeur efficace ici dans ce transformateur à point milieu, c'est un transformateur, vraiment, on est dans l'expérimental, dont la valeur efficace égale à 10 volts. Mais demain, sur le terrain, vous allez travailler avec des transformateurs de forte puissance, dont la valeur efficace est de 220 volts. Ça peut aller jusqu'à 220 volts. Et forcément, bien sûr, vous avez une valeur moyenne qui est quand même, qui se rapproche de cette valeur-là efficace. 10 volts en valeur efficace, surtout une valeur moyenne de 9 volts. C'est extraordinaire. On se rapproche bien de la valeur efficace. Donc, si on veut chercher le facteur de forme, 10 sur 9, à peu près, c'est quelque chose qui tend vers 1 et c'est très, très bien. On a bien vu que le facteur de forme, quand il se rapproche de 1, veut dire que la valeur redressée se rapproche d'une valeur continue. Bref, une fois qu'on a trouvé la valeur moyenne de UC, on peut déduire, je dis bien le mot déduire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun calcul à faire. On peut déduire la valeur moyenne du courant IC. Il sera égal à quoi, la valeur moyenne du courant IC? IC moyenne. Ça sera égal à quoi? UC sur R. Exactement. Ça sera égal à la valeur moyenne de UC sur R. Donc, ça sera 9 volts sur 10. Ça me donne un courant de 0,9 ampères. Je vous remercie. On passe à la troisième question. On vous dit de montrer que la valeur efficace, elle est égale à 10 volts. Que la valeur efficace égale à 10 volts. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher la valeur efficace de V1. Elle vaut quoi, la valeur efficace de V1? Pas de V1, de UC, pardon. De UC, madame. Et elle vaut quoi? Par définition. Racine. Donc, ça sera racine carrée. De 1 sur P, l'intégrale de 0 pi efficace. Très bien. Racine de 2 efficace, racine de 2 sinus θ au carré dθ. Et vous trouvez combien comme résultat? C'est U max sur racine de 2. Et ce qui vous fait rappeler quoi? 10 volts, madame. C'est la valeur efficace. C'est la valeur efficace. Donc, tu viens de montrer que réellement, la valeur efficace de UC, elle n'est autre que la valeur efficace de la tension de source. Elle vaut bien 10 volts. C'est bon? Et par la suite, on vous demandera de déduire les valeurs efficaces des courants. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous remarquez? Que IC efficace, on peut, d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce que c'est? C'est UC efficace sur R. Sur R, c'est la loi d'Ohm, d'accord? Peut-être que vous pouvez utiliser la loi d'Ohm, imma en valeur instantanée, ou là en valeur moyenne, ou là en valeur efficace. Ça marche. On voit que les grandeurs tension et courant, ils connaissent de même nature. Et donc, quand on dit IC efficace, on peut dire que c'est UC efficace sur R. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous demande aussi de Madame, déduire? égale à V efficace sur R, madame. Comment? Égale à V efficace sur R. Bien sûr, c'est égal à ce que je viens de dire. C'est égal à V efficace sur R. Puisqu'on avait trouvé que UC efficace, ce n'est autre que V efficace. La tension efficace de la charge, elle est égale à la tension efficace de la source. Elle vaut 10 volts. On l'a démontré. Si maintenant je déduis le courant efficace de la charge, ce n'est autre que V efficace sur R. Donc, ça sera 10 sur 10, ça fait 1 ampère. Voilà, donc la valeur efficace du courant, elle vaut 1 ampère. Maintenant, on nous demande de déduire aussi donc la valeur efficace des diodes. Oui, madame. Alors, chauffe la diode. La diode, est-ce qu'on a représenté, est-ce qu'on a donné la forme du courant aux bandes qui traversent la diode? C'est quoi le courant qui traverse la diode? C'est I1 pour D1. Et le courant qui traverse la diode D2, c'est quoi? C'est I2. Oui ou non? Donc, le cas de IC,
ce sont deux calottes positives. Vous les avez tracées. La première calotte, elle représente quoi? La première calotte, elle représente lorsque la diode D1 est passante. Donc, c'est I1. Donc, ça sera égal à I1. Et la deuxième calotte, IC, elle représente I2. C'est ça. C'est lorsque la diode D2 est passante. Donc, le cas de I1, ça veut dire I1, elle prend la forme de IC de 0 à pi et elle est nulle de pi à 2pi. Et son complémentaire, c'est I2. I2, elle est nulle de 0 à pi et elle est égale à IC de pi à 2pi. Donc, si je déduis la valeur de la valeur du courant qui traverse la diode D1 en valeur efficace, elle sera égale à quoi? IC efficace sur 2. Efficace sur 2. Voilà, c'est IC efficace sur 2 tout simplement. Donc, si on a trouvé IC efficace égale à 1 ampère, donc ID1 efficace, elle est de 0,5 ampères. Et on fait la dernière question. Donc, vous tournez donc la série d'exercices. C'est la 4e question. On vous dit calculer la puissance consommée par la résistance. Bon, on sait qu'on ne précise pas laquelle des puissances. On sait que au bord d'une charge, il y a plusieurs puissances. Mais quand on dit puissance consommée, c'est la puissance active. Ça veut dire quelle est la puissance consommée par la charge? En général, c'est la puissance active. C'est comme à la maison, on cherche, c'est toutes les puissances qui sont consommées par nos machines ici, c'est la puissance active qui est enregistrée. Quelqu'un peut me définir ce que c'est qu'une puissance active? Je rappelle qu'il y a 3 types de puissance au niveau d'une charge. Il y a la puissance active, qu'on appelle P, la puissance réactive, qu'on appelle Q, et la puissance apparente, qu'on appelle S. Ce sont 3 types de puissance qu'on trouve dans une charge. Ici, dès qu'on parle de puissance consommée, on parle de puissance active. Mais on sait que la puissance réactive, elle est considérée comme une puissance consommée aussi, sauf qu'on ne la paye pas. Elle est belle comme à la maison, il y a 3 puissances, comme il y a la puissance active, réactive et apparente. Sur la facture d'électricité, on ne paye que la puissance active, parce qu'on est responsable que de cette puissance active. Mais sinon, il y a une consommation de la puissance réactive. Il y a une consommation de la puissance apparente, sauf que ce sont 2 puissances qui n'ont pas de définition physique. C'est pour ça qu'on les appelle puissances réactives. Elles réagissent à la puissance active. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails. À votre niveau, dès qu'on vous parle de puissance consommée, c'est la puissance active, P. Alors maintenant, quelqu'un peut m'exprimer cette puissance? Comment est-ce qu'on peut exprimer la puissance active? C'est 1 sur P, l'intégrale de 0T, UC, IC, DT. Alors, regardez, votre camarade dit... IC au carré efficace. Regardez, très bien. Là, tu me donnes le tout. Tu pouvais ne pas me donner la première définition, mais effectivement, quand on veut exprimer physiquement une puissance active en instantané, c'est le produit d'une tension fois un courant. Très bien. Maintenant, si on veut chercher la puissance active, on sait que c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Votre camarade, il vient de vous définir la puissance active. Et effectivement, la définition exacte de la puissance active, c'est la valeur moyenne de sa puissance instantanée. Je rappelle, la puissance instantanée, d'ailleurs qu'on note petit p, c'est le produit de la tension instantanée fois le courant instantané. Si maintenant je veux définir la puissance active, c'est la valeur moyenne de cette puissance instantanée. Donc c'est 1 sur T, l'intégrale de UC de T fois IC de T. Et bien sûr, une fois qu'on a fait le calcul d'intégrale, on connaît le résultat final, qui n'est que le résultat qui découle du calcul d'intégrale. On trouve la formule suivante, RI au carré. Ce que vous avez à retenir, c'est 10 watts. La puissance active, la puissance consommée par la charge, c'est R fois I au carré.
C'est bon pour tout le monde? Je connais, j'ai pas vu. C'est 10 watts, madame, le calcul. Très bien. Votre camarade, il vous dit ça vaut 10 watts. Alors, je rappelle la formule, tahafdouha par cœur, parce que je suis déjà. Donc, on est en train de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. La puissance active consommée par une résistance, c'est RI efficace au carré. C'est R fois le courant efficace au carré. Mais chez le courant moyen, faites attention. Alors, je I efficace, 1. Efficace 1. Oui, madame, et la résistance, ça vaut 10, donc. Ou 10, ça fait donc 10 watts. La puissance, elle est de 10 watts. Je te remercie pour le calcul, pour les expressions littérales que tu viens de nous donner. Mais je vous نقصلكم على واش قال votre camarade. واش تحفظوا P qui comme donner la puissance consommée par la charge, si directement تعطيو la formule بلا ما تجوزوا على le calcul d'intégrale, parce que le résultat est un résultat standard maintenant. P égale à RI au carré. RI efficace, RI efficace au carré. Et ça donnerait... Mais Jose, le calcul d'intégrale, tu n'es pas obligé. Directement, c'est connu, ça, c'est connu. C'est pas... On ne va pas vous juger sur le calcul d'intégrale, sauf si, j'ouvre une parenthèse, je suis responsable de vous dire que vous avez le droit de parachuter directement la formule P égale à RI efficace au carré. Dans une seule condition, je précise, lorsque la charge est purement résistive. Je répète, P égale à RI efficace au carré lorsque la charge est purement résistive. Mais cette formule, elle reste valable pour une charge inductive ou capacitive. Même quand on dit la charge, c'est une bobine, on sait que la puissance consommée par une bobine, c'est une puissance qui est consommée par sa résistance. Donc, c'est une formule qui reste valable quelle que soit la charge. Je m'exprime. Si j'ai l'information, je dis bien, sur la résistance de ma charge, quelle que soit, je peux appliquer cette formule. Maintenant, si je n'ai pas l'information sur R, il dit... Imaginez dans une autre application, mais comme la valeur de R, vous êtes obligé de chercher une autre formule. Maintenant, si on vous donne dans la bobine, comme une charge inductive, regardez comme la résistance interne de la bobine. Vous appliquez la formule, elle reste toujours valable parce qu'on sait que la puissance active n'est consommée que par la résistance d'une charge. Donc, cette formule, elle reste valable quelle que soit la charge. Mais il faut qu'à condition qu'on me donne l'information sur la résistance de la charge. Et là, je suis obligé de passer par une autre formule. Et là, je suis obligé de passer, comme a dit votre camarade, par le calcul d'intégrale. C'est-à-dire, je reviens à la formule généralisée, qui est quoi? P égale à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T de UC fois IC. Comme la formule de UC, comme la formule de IC en instantané, vous faites le calcul d'intégrale. Mais là, ça va être plus long, donc plus de temps pour trouver le résultat. Mais du moment qu'on vous donne, je répète, l'information sur la résistance de la charge, la formule, elle reste valable, qui est P égale à RI efficace au carré. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Si c'est le cas, on passe à l'exercice 5 de la série. Tout le monde est d'accord? Attendez, je vois l'heure d'abord. 11h20. Je vous lance. Alors, regardez. Il reste 10 minutes. Il faut savoir qu'on clore avec la série d'exercices. Je vous lance maintenant dans l'exercice 5, mais je sais qu'on ne va pas le finir en 10 minutes. D'après vos camarades, moi, j'ai fait une proposition pour le groupe de 8 heures. Je leur ai dit, puisqu'on clore avec la série d'exercices, trouvez-moi une autre séance supplémentaire en dehors de cette séance pour continuer la série d'exercices. Parce que moi, mardi prochain, je vais entamer la série 2
qui concerne les redressements triphasés. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit vous trouver une autre séance? Sinon, je vous envoie le corrigé des exercices. S'il y a maintenant un problème au niveau du corrigé, on organisera une séance supplémentaire. Mais je dis bien une séance supplémentaire, c'est-à-dire en dehors de la séance officielle. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Madame, séance supplémentaire à la section complète, mais je ne sais pas le groupe. Parce que je te dis, je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçue parce que dans les groupes, vous êtes au maximum à 7 étudiants et moi, je me donne une énergie folle à faire ces TD, sachant que je me répète 3 fois. Imaginez, je bosse sur le même TD de 8h30 à 13h pour quelques étudiants. Vous trouvez que c'est normal? J'avais soulevé ce problème avec les délégués. On m'avait dit que, soi-disant, vous n'étiez pas nombreux parce que c'était le mois de Ramadan, mais maintenant que c'est pas le mois de Ramadan, j'ai toujours le même nombre d'étudiants qui ne dépassent pas 7 dans chaque groupe. J'avais à 8h, Waqila à 8, je ne me rappelle pas, en tout cas ça ne dépassait pas les 10 étudiants. Avec vous, ça ne dépasse pas les 7 étudiants. Vous trouvez que c'est normal de me donner avec acharnement le même travail pour quelques étudiants? Moi, je trouve que c'est pas juste. Hein. C'est pas juste humainement, c'est pas juste côté énergie, c'est pas juste côté temps. Regardez, je consacre pour le même TD de 8h30 à 13h, plus de 4 heures de travail. Je trouve que c'est injuste. Mais bien sûr que moi, j'aimerais bien que je travaille avec toute la section et on aurait organisé plusieurs séances de TD par semaine. Que de travail. مدام لازم نشوفوا مع لي بروف الاخرين باش نديروا كاع سيونس ما نديروش 3 ولا هاد النومبر هذا تاع 8 نديروا نديروا سيونس وحده. Bon, vous voyez à peu près comment ça se passe, mettez-vous à ma place. De travailler 3 heures de travailler au lieu de travailler 1h30 de TD, de travailler 2 heures, 3 heures de TD supplémentaires avec toute la section. Vous pensez pas que c'est meilleur? Oui, madame. Mais il faut voir avec les autres profs, madame. باش نريقليو الوقت معاهم تاني هما. Non, n'essayez pas de voir avec les autres professeurs parce que chacun a sa cadence. Chacun et son rythme de travail. Moi, je vous dis, pour moi, il est bénéfique de donner toute cette énergie que je donne avec 4 heures ou 5 heures de travail avec toute la section. Mais chérie, on aurait traité toute la série en 4 heures, 5 heures avec toute la section. Que de traiter par groupe, j'aurais travaillé le même nombre de travail. Regardez, on 4 heures, 5 heures de travail, mais je n'avance pas. Parce que je par groupe. Là, je préfère travailler 5 heures de travail d'affilée avec toute la section. On aurait fini les exercices. Elle est belle, quoi. Que de travailler 1h30 par groupe. Et là, regardez, on n'a pas fini la série. Donc, c'est à vous de voir. N'essayez pas de voir avec vos enseignants. Je vous dis d'ores et déjà, moi, je ne veux déranger personne. Mais essayez de trouver des créneaux. Non, madame, juste parce que... Essayez de trouver des créneaux en dehors de ces créneaux-là. Essayez de trouver des créneaux hors ces créneaux-là. Et comme ça, on ne touchera pas aux créneaux des autres enseignants. Tout simplement. Okay. Bon, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Si vous devez travailler, vous devez consulter vos enseignants ou de faciliter la tâche et de travailler en dehors de ces créneaux. Et on aurait fait plus de temps, on aurait travaillé 2 heures, 3 heures, on aurait fait des breaks, on aurait repris le travail. Moi, ça ne me dérange pas, mais on aurait avancé. Bref, je pense que sur ce, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Essayez de penser à la solution des autres exercices. Et je vous recommande de préparer la série 2 pour la prochaine fois, qui consiste au redressement triphasé. Sur ce, je vous remercie. Merci, madame. Merci. Merci à vous. Merci, madame. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.